Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange. Par son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et que j'ai rebaptisé il y a longtemps maintenant, Sankara II. La méthode que nous adopterons pour analyser ce propos, elle commencera par lui donner la parole afin qu'il nous entretienne lui-même et que ceux qui n'ont pas entendu ce propos l'entendent maintenant avant même que j'aide à ce que ce propos soit écouté. Car entendre, c'est recevoir les sons relativement sensés du discours de quelqu'un. Alors que écouter, c'est comprendre, c'est s'approprier, c'est manger spirituellement la nourriture de l'esprit qui nous est donnée par celui qui parle. La compréhension, c'est la manducation spirituelle. Alors que l'entente, c'est la réception, on va dire auditive, sonore, la réception symbolique de base. Je commence donc par donner la parole au président Ibrahim Traoré, à tout seigneur dans cette affaire, tout honneur. Il répond aux propos attacatoires tenus il y a quelques jours par le président français Emmanuel Macron, dans lesquels celui-ci, pour ainsi dire, essayait de montrer qu'en Afrique, c'est toujours la France qui est à la manœuvre, que les peuples africains sont à la remorque des 4 volontés de la France, que les dirigeants africains qui ont annoncé la fermeture des bases militaires françaises l'ont fait sous l'injonction de la France, et que les États africains où la France avait ses bases militaires et qui maintenant les voient partir ne sont pas des monuments de gratitude, parce qu'en fait, on a oublié de dire merci à la France. En tout cas, vous vous souvenez de ce discours complètement incongru, abscons. Ce discours saugrenu, irrecevable, méprisant, condescendant, ce discours néocolonialiste, paternaliste à souhait, qui a été tenu lors de la conférence des ambassadeurs, ici à Paris, par le président Emmanuel Macron. Nul besoin ici de vous rappeler tous les termes utilisés par le président Macron à cette occasion. Il était littéralement en roue libre contre l'Afrique. Et depuis lors, le président Macron récolte ce qu'il voulait. Vous avez bien compris que il a décidé de mener la guerre informationnelle contre les Africains qui ne pensent pas comme lui. Votre serviteur, par ailleurs, en est une victime tout naturelle. Et dans le cadre de sa guerre informationnelle, le président Macron fonctionne par attaque-défense. Donc là, c'est lui qui était à l'attaque. Et maintenant, nous allons voir la défense qui a été délivrée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Sans plus tarder, je lui donne la parole. Au travail et à la poursuite du combat contre l'impérialisme, le capitaine Ibrahim Traoré s'est également prononcé sur la relation entre l'Afrique et la France en réponse au propos. Nous l'écoutons. On écoute un extrait. Je vous souhaite très bonne et heureuse année 2025, à travers vous donc à tout le personnel travaillant à l'institution présidente du Faso. Je souhaite que 2025 soit une année pleine de santé pour vous, votre famille et vos proches, pour que vous puissiez donner le maximum de vous-même dans le travail pour le bonheur de notre peuple. Que 2025 soit une année où vous verrez tous vos projets couronner de succès, de prospérité et surtout, tout au long de l'année, que Dieu guide donc notre action, nous protège et veille sur nous. Je souhaite aussi rappeler à tout un chacun que la lutte contre l'impérialisme doit être donc intégrée dans nos jeunes maintenant. Ça doit être une lutte qui se mène de façon implacable et tous les jours. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que cette lutte jusque-là. Nos voyantes forces combattantes sont sur le terrain. Ils mènent le combat contre les valeurs manipulées, ces criminels qui écument nos campagnes tous les jours. Ils tiennent bon pour amener la paix dans notre chère façon. Autant ils le font, nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers l'accompagnement de tous les techniciens du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Et autant qu'eux aussi se battent dans l'administration, nous devrons nous battre pour changer de mentalité. Cette décolonisation mentale, c'est la partie la plus difficile. Et c'est pour ça que nous tenons à vous rappeler constamment
qu'il faut changer de mentalité, revenir à nos sources et nous battre. Et c'est ça aussi le combat contre l'impérialisme. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme, sa manifestation. Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tchani a dit il n'y a pas longtemps, le changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique, et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans les bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Ne vous les verrez plus en tenue pour rassembler dans les bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec cette force impérialiste, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapanou, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé a encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée qui est en train de disparaître dans les années 2020-2021. Eh oui. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Écoutez bien. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés nous dicter la politique de notre armée. Incroyable. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Oh mon Dieu. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. C'est pas Quand possible. ces conseils militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades du cirque. Mais lorsqu'il viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Les aventuriers ambigus. Avec ces accords, la France choisit dans nos États Écoutez. des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve
lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce qu'ils avaient été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur, ne soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir l'État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein. Mon Dieu. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est grave. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Ouais. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Oui. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, ce n'est pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui en France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que le peuple connaisse le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Eh oui. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils désignent des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Et que, à la fin de cette année 2025, en faisant la rétrospective, nous devrons nous dire que nous avons apporté un grand plus à notre nation. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà l'allocution, voilà un extrait de l'allocution qui a été délivrée hier, 13 janvier 2025, sur le perron du palais présidentiel de Ouagadougou par le président Ibrahim Traoré. Je dis que c'est un extrait d'une dizaine de minutes, mais qui est d'une densité énorme. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu l'intégrer dans la conférence d'hier, car mon explication aurait appauvri la densité de l'extrait. Cet extrait est composé de 3 grandes parties. La première partie de l'extrait est consacrée par le président Ibrahim Traoré à un enseignement fondamental. C'est un enseignement de métaphysique de la révolution. C'est-à-dire, le président Traoré nous indique quelles sont les qualités mentales, les qualités spirituelles que les Africaines et les Africains doivent développer pour être réellement libres. Ça, c'est la première partie de son propos. J'appelle cela un exercice de métaphysique panafricaine révolutionnaire. Il invite les Africains à développer un état mental particulier dont nous allons parler.
Parce que cet état mental est la base et l'essence de la conscience d'une société qui a décidé de se libérer et de devenir souveraine. Et il va nous expliquer en quoi consiste cet état mental. Cet état de décolonisation mentale, comme il l'évoque. La deuxième partie du propos du président Ibrahim Traoré est consacrée à analyser les propos tenus par le président Emmanuel Macron le 6 janvier 2025 lors de sa conférence avec les ambassadeurs français à Paris. Le président Ibrahim Traoré revient sur les principales affirmations de son homologue français et il va en montrer la fausseté. Donc, on peut dire que la deuxième partie de l'intervention du chef de l'État burkinabé est consacrée à la contradiction dialectique. Il pose le propos de Macron comme une thèse et il construit en face l'antithèse. Une méthode que vous connaissez déjà. Du moins pour ceux qui écoutent les conférences de votre serviteur, j'ai amplement ici contribué à aiguiser le sens de la contradiction dialectique des Africains. L'adversaire dit que A, tu démontres que non A. Il dit que B, tu démontres que non B. Il dit que C, tu démontres que non C. Il dit que D, tu démontres que non D. Il dit que E, tu démontres que... Il dit que Z, tu démontres que non Z. Il dit l'infini, tu démontres que non l'infini. Ça s'appelle la contradiction dialectique. Et après s'être occupé de la contradiction dialectique, c'est-à-dire de la démonstration que les propos du président Macron sont faux, le président Ibrahim Traoré revient dans la troisième et dernière partie de son allocution pour insister sur l'importance de la conscience et de la lutte anti-impérialiste et notamment sur la contradiction morale flagrante, la contradiction spirituelle flagrante de l'impérialisme, dont les Africaines et les Africains doivent, de son point de vue, prendre profondément conscience. Ainsi, dans la conclusion de son propos, il rejoint les propos qu'il avait tenus dans la toute première partie, celle qui porte sur la métaphysique de la révolution panafricaniste. Voilà les trois parties du propos que nous allons maintenant analyser. Première partie du propos du président Ibrahim Traoré, ce que j'appelle la métaphysique de la révolution panafricaniste. Le président Traoré dit une phrase, il dit « Il faut intégrer la lutte contre l'impérialisme dans nos gènes ». Et si cette phrase n'est pas méditée, elle ne sera pas comprise. Intégrer la lutte contre l'impérialisme dans nos gènes. Quelle est la méthode la plus évidente, la plus simple d'intégrer quelque chose dans nos gènes? Nous intégrons quelque chose dans nos gènes par une modification génétique. Par exemple, on a vu ces derniers temps le développement de ce qu'on appelle les vaccins avec ARN, les vaccins qui agissent sur l'acide ribonucléique. Et l'une des peurs qu'on a actuellement dans le monde, c'est que certains vaccins se mettent à agir sur l'ADN, c'est-à-dire modifient carrément l'identité profonde de l'individu sur le plan génétique. Est-ce que le président Ibrahim Traoré est en train de nous demander de consommer un certain nombre de substances physiques, des substances chimiques, ou de nous faire vacciner dans un dispensaire, dans un hôpital, dans un CHU? Est-ce qu'il nous demande de nous faire vacciner contre l'impérialisme? Est-ce qu'il existe un vaccin anti-impérialiste dans les pharmacies? La réponse, non. Alors, la question qui se pose ici, c'est comment intégrer la structure, comment intégrer la lutte contre l'impérialisme dans nos gènes? Il faut comprendre qu'ici, le concept de gène est utilisé sous forme de métaphore. C'est une image. Vous savez que le président Ibrahim Traoré est de formation biologiste. C'est un universitaire qui a fait ses études fondamentales en biologie dans l'université du Burkina Faso. C'est un titulaire de diplôme de biologie. Donc, il utilise des termes qui viennent de son champ de compétences. Et il procède à une extension du sens de ces termes-là pour expliquer à son peuple ce qu'il veut dire. Ici, les gènes dont il est question, ce ne sont pas les gènes biologiques. Les gènes, ici, sont le symbole du mental, c'est-à-dire de l'intériorité profonde de chaque personne, de ce qui fait notre personnalité. Car le président Traoré sait que nos sociétés, qui ont été tenues pendant très longtemps sous l'emprise des dictatures, qui ont été tenues pendant très longtemps sous l'emprise des puissances coloniales,
des puissances racistes, impérialistes et négrières, ce sont des sociétés dans lesquelles le mental des êtres humains a été détruit. En Afrique en particulier, plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'Africains, depuis pratiquement 600 ans au moins, ont vécu en étant presque convaincus qu'ils sont des sous-hommes. Du fait qu'ils ont été victimes de la traite négrière, victimes de la colonisation, victimes de la néocolonisation et l'impérialisme, victimes des dictatures les plus abjectes, plusieurs millions d'Africains ont vécu, ont grandi et sont morts en ayant l'opinion qu'ils sont des sous-êtres humains. Et cela s'est traduit par la popularité de certains dictons, de certaines expressions utilisées par les Africains. Par exemple, un peu partout en Afrique, lorsque quelqu'un mange quelque chose qui est très sale, quelque chose qui est tombé par terre et qui a pris des microbes, par exemple, on entend dire « ça ne tue pas Africain ». Que signifie l'expression « ça ne tue pas Africain » appliquée à la consommation d'un aliment souillé, d'un aliment impur, d'un aliment bien contaminé par une bactérie ou un virus qui peut nous rendre malades. Cette expression veut dire que il y aurait en l'Africain une prédisposition à consommer ce qu'il y a de plus sale. Pourquoi? Parce que étant davantage proche de l'animal que de l'humain, il a développé une résistance et une résilience à ce qu'il y a de plus sale, qui précisément est à la fois son infériorité et en même temps sa chance. Voilà une expression, par exemple, qui témoigne de ce sentiment d'infériorité des Africains. Quand on consomme quelque chose de sale, on dit que ça ne tue pas Africain. Pourquoi ça ne tue pas Africain? Implicitement, ça veut dire que l'Africain, lui, il ne serait pas capable de souffrir de maladies dont peut souffrir n'importe quel autre homme. Pourquoi? Parce que lui, il est beaucoup plus proche de la nature que de la culture, etc. Deuxième expression qui témoigne de cette mentalité néocolonisée, qui est très répandue dans l'opinion africaine, en raison de l'histoire négrière, coloniale, néocoloniale, impérialiste et dictatoriale. Qui n'a pas entendu à travers toute l'Afrique, et même les diasporas, la fameuse expression « l'homme blanc est fort », le blanc est fort. Le blanc est fort. Dans certaines langues de mon pays natal, le Cameroun, quand quelqu'un est en train de manger une très belle assiette, par exemple en Betiboulou, fan, il dit qu'il est en train, que ça c'est bidibintangan, que ça c'est la nourriture du blanc. Il y a ce mythe-là qui s'est répandu avec la traite négrière, qui s'est répandu avec la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, que la nourriture de l'occidental, de l'homme blanc, serait en soi meilleure que la nourriture de l'Africain. Au point que lorsqu'un Africain s'offre dans certaines de nos sociétés un très bon repas, on dit qu'il est en train de manger comme un blanc. Bidibintangan. La nourriture du blanc. Vous connaissez ça ou pas? Il y a un troisième phénomène qui montre très bien que les populations africaines souffrent de la colonisation mentale. C'est le phénomène de la recherche de la clarté de la peau par des produits chimiques et qui est répandu dans plusieurs populations africaines, où les individus cherchent à ressembler à l'homme blanc en utilisant les produits chimiques. J'ai vu un certain nombre de niais se promener sur mes pages Facebook, YouTube, etc., pensant que le teint clair de ma peau que j'ai là serait le produit d'effets cosmétiques. Ce n'est pas le cas. Mes parents, paix à leur âme, et de toutes les façons, ils sont heureux là où ils sont, étaient de teint clair. Donc, beaucoup d'Africains continuent à penser que le fait de se blanchir la peau les rend plus humains, plus proches du modèle humain qu'ils ne le sont. Le phénomène de la desquamation de l'épiderme, c'est l'une des conséquences de la mésestime de soi de l'Africain. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui utilisent ces produits pour des raisons purement esthétiques. Je ne veux pas ici les blâmer ni les mettre en difficulté, mais il y a une trace de la fascination pour la peau blanche dans l'usage de produits décapants chez les Africains. Donc voilà 3 exemples, voilà 3 illustrations de cette infériorité mentale qui est fortement répandue parmi les populations africaines du monde entier. N'est-ce pas? Je vous ai donné 2 dictons. Ça ne tue pas Africain. Ça, on dit ça souvent en Côte d'Ivoire. L'homme blanc est fort. Ah, le blanc est fort. Et ceux qui disent cela sont des gens qui n'ont pas étudié l'histoire des sciences africaines. Et donc, ils ne savent pas que dans l'histoire des sciences, l'Afrique précède l'Occident. Et que les grands maîtres fondateurs du moment d'émergence de la science, gréco-romaine, les grands maîtres de la science gréco-romaine étaient les étudiants, les élèves des négro-africains.
Quand on parle du miracle grec, bien souvent, c'est parce qu'on ignore l'antériorité des sciences, des arts, des techniques négro-africaines auxquelles ont été initiés les soi-disant auteurs du miracle grec. Les Thalès, les Pythagore, les Platon, les Socrates sont les élèves des Noirs. Et ils le disent. Les historiens grecs de l'Antiquité reconnaissent qu'ils ont été formés dans les temples négro-égyptiens. Lisez Hérodote. Donc quand quelqu'un s'assoit là et il dit l'homme blanc est fort, c'est parce qu'il est simplement ignorant de l'histoire, de la contribution de l'Afrique, de la civilisation africaine aux sciences, aux techniques. Il y a encore des Africains qui se promènent en pensant que l'écriture a été inventée en Occident et qui ignorent que les Africains sont la première grande civilisation humaine et la première civilisation à avoir écrit. Voilà pourquoi dans toutes les langues africaines, il y a un mot pour désigner l'écriture, qui n'est pas un mot d'origine occidentale. L'écriture est en Afrique avant qu'elle n'apparaisse en Occident, avant qu'elle n'apparaisse en Orient, avant qu'elle n'apparaisse en Amérique, le premier continent à avoir écrit, c'est l'Afrique. Écrivez ça. Tilana. Dans ma langue maternelle, le Bassa, l'écriture, c'est Matila. Litila. Tilana. Et dans la grande civilisation négro-africaine d'il y a 3500 à 4000 ans, les écrits fondamentaux qui guident la société s'appellent les Medounéter, c'est-à-dire les écritures sacrées. Ce que les Grecs vont appeler les hieroglyphos. En français, les hiéroglyphes. Hieros, sacré. Glyphos, glyphéine en grec, l'écriture, etc. Donc, le président Traoré commence d'abord par appeler le peuple burkinabé, le peuple africain, à se décoloniser mentalement. Parce que lorsque tu grandis avec l'idée que tu es un être inférieur, tu ne peux pas produire une civilisation de la liberté, de la dignité, de la vérité, de la justice. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit, il est important de pouvoir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation mentale? C'est l'augmentation de la capacité de comprendre. Chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, chez le vieillard. Augmenter la capacité de comprendre. Par extension, augmenter la capacité de comprendre de notre peuple. Notre peuple doit élever son niveau d'intelligence. Et c'est ainsi qu'il se décolonise mentalement. Seul un peuple mentalement décolonisé peut s'engager dans la décolonisation socio-économique, dans la décolonisation culturelle, dans la décolonisation politique, dans la décolonisation géopolitique et géostratégique. Le mental, l'esprit domine la matière. Et donc, celui qui n'a pas la maîtrise du mental ne peut pas maîtriser la matière. Tout le monde dans lequel nous sommes placés là est mental. Vous me regardez, mais je suis une image mentale dans votre esprit. Vous êtes des images. Tout ce qui nous entoure appartient au monde mental. Tout est esprit. Et par conséquent, quand on ne maîtrise pas les pouvoirs de son esprit, quand on ne développe pas les pouvoirs de son esprit, on est victime des événements. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré, c'est donc une invitation à se libérer intérieurement par la connaissance, par la réflexion, par la pensée, par la prière, par la méditation, par la discussion, par le partage, par l'éveil collectif. Il sait, le président Ibrahim Traoré, il le sait d'un savoir de biologiste, il le sait d'un savoir de militaire, maintenant il le sait d'un savoir d'homme politique que le mental est fondamental. Écrivez ça. Le mental est fondamental. Celui qui contrôle ton mental contrôle tout le reste. Car en fait, tous les gestes que tu poses tous les jours sont déterminés par ton mental. Donc si quelqu'un contrôle ton mental, il te contrôle. Tu marches comme ça, on pense que tu marches sur tes pieds, mais en fait, c'est lui qui te fait marcher. La décolonisation mentale est donc la clé intérieure de la libération africaine. D'où l'importance de l'éducation, et notamment d'une éducation délivrée des mensonges racistes, coloniaux, néocolonialistes, impérialistes et dictatoriaux. Les mensonges de la pseudo-science, de la domination hégémonique. On doit les extirper des crânes, des programmes, des classes, des collèges, des lycées, des universités. On doit les extirper des monuments, des boulevards. On doit extirper le grand mensonge de la domination dans toutes les entrailles de la société physique et de la société mentale où il s'est installé. La décolonisation mentale. Le président Ibrahim Traoré a touché
Le point fondamental. Parce que comme le dit le leader du MRC au Cameroun, c'est dans la tête que ça se passe. Mais si rien ne se passe dans la tête, le corps sera contrôlé par d'autres têtes qui contrôlent ta tête. Si tu ne te cultives pas, si tu ne t'efforces pas de comprendre, si tu ne t'efforces pas de développer tes facultés, que sont ta sensibilité, ton imagination, ton entendement, ta raison et ta volonté, si tu ne développes pas les facultés que Dieu t'a données, eh bien, tu seras sous le contrôle des autres. Tu seras un mouton, comme les militants d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Lui, les militants de son parti sont fiers d'être des moutons. Ça, c'est typiquement des gens qui ne sont pas mentalement décolonisés. Monsieur Cissé Bakongo, dites-nous un peu le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé. Qu'est-ce que c'est que le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé? Le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé, par exemple, un mouton d'ado. Allez-y, monsieur Cissé Bakongo. Oui. 25. Donc c'est 2025 que nous sommes en train de cette place. Ouais. Merci pour l'accueil. Ouais. Merci pour la mobilisation. Ouais. On va se quitter, mais on ne peut pas se quitter sans se donner quelques petits conseils. Écoutez, le contraire. Les candidats ici que j'ai présentés comme des coéquipiers avec à leur tête celui que vous appelez le membre national, le ministre Touré, ils ont pris un engagement. Ils ont dit que l'affaire est pliée. Ils ont dit que le match sera écoutez comment parle quelqu'un qui n'est pas décolonisé. Gagné vraiment très rapidement, plié. Mais nous, on sait, avec le président Alassane Ouattara, aucun match n'est gagné avant. Nous, on sait, avec le président Alassane Ouattara, qu'il n'y a pas de petite élection. On sait avec le président Alassane Ouattara qu'il n'y a pas de petits adversaires. On sait que tous les adversaires se valent. On sait que toutes les élections se valent. On ne gagne une élection que le jour de l'élection après le dépouillement des urnes. C'est là qu'on gagne. Je voudrais vous dire merci pour votre mobilisation. Merci surtout à nos amis du FPI. Merci à nos amis du FPI que j'ai pas salué. Il n'y a pas de petits candidats. Je cherche la bonne. Excusez-moi, sa phrase est trop loin dans cette. Sa phrase est trop loin dans cette version. Je veux la version où il coupe court et nous dit ce qu'ils sont. Voilà, oui. Quand le président prend une décision, oui, on les suit tous comme des moutons. Très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons dans dos. On est moutons pions dans dos. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, moi, je dis on est moutons pions. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? Oui. Bon, voilà. Donc, vous avez un exemple là, à travers Cissé Bakongo, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il dit aux Ivoiriens qu'ils sont des moutons d'Alassane Ouattara, et les Ivoiriens qui lui font face lui disent oui. Bon, ça c'est un exemple justement d'une société qui n'est pas décolonisée. Parce que un citoyen qui est décolonisé ne peut pas accepter qu'un dirigeant politique lui demande de se comporter comme une bête, de se comporter comme un mouton. Seul un citoyen qui n'est pas décolonisé peut accepter cela. Et ce sont eux qu'on entend répondre à Cissé Bakongo quand il leur dit « Nous sommes les moutons de Ouattara ». Cissé Bakongo, montrez très bien ce que c'est qu'un citoyen qui n'est pas décolonisé. On prend une décision, oui, on les suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons dans dos. Oui. On est moutons pions dans dos. Oui. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, moi, je dis on est moutons pions. Voilà. Le président Ibrahim Traoré n'appelle pas les Burkinabés à être des moutons. Il demande aux Burkinabés et aux Africains de s'approprier leur histoire, de la comprendre personnellement, d'en discuter, de la pénétrer, de se l'approprier, d'en être des enseignants. Le président Ibrahim Traoré ne s'adresse pas à l'esprit moutonnier de l'Africain, mais il s'adresse à l'esprit libre, à l'esprit sincère, à l'esprit véridique, à l'esprit juste, à l'esprit courageux. Il s'adresse à la capacité de chacun d'entre nous de progresser intérieurement par la connaissance, par l'apprentissage, par l'écoute,
par le bon exemple. Et c'est extrêmement important. C'est ainsi que les soldats, les masses populaires laborieuses et l'administration au Burkina Faso sont appelés à être unis dans le processus de la décolonisation mentale. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré est un enseignement pour toute l'Afrique. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas un effort d'augmenter sa capacité de comprendre, son pouvoir de comprendre. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une bonne connaissance de sa propre histoire. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une capacité de jugement critique développée chez la plupart des personnes qui sont membres de cette société. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une capacité de mettre en commun ce qu'il y a de vrai, de beau et de juste, afin de construire l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment la molécule de base de l'intervention du président Ibrahim Traoré. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Dans la deuxième partie de son intervention, le président Ibrahim Traoré contredit, contrecarre et montre la fausseté des propos du président Emmanuel Macron en reprenant ses thèses principales et en affirmant les antithèses. Premièrement, le président Ibrahim Traoré remet en cause la prétention du président Macron à tromper la vigilance des Africains en prétendant que, en réalité, l'armée française aurait décidé de se retirer d'Afrique. Il rappelle ici l'unité de vue des dirigeants de l'AES, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et lui-même Ibrahim Traoré, à propos du plan mis en œuvre par la puissance française en cette année 2025. En quoi consiste le plan? Il consiste à dissoudre la présence physique de l'armée française en Afrique en une présence invisible. Et cette présence invisible va être désormais masquée dans ce qui est appelé, dans la nouvelle terminologie, le dispositif socle. Je recommence. Le président Ibrahim Traoré commence par informer son peuple, mettre tout Burkinabé au même niveau d'information que lui-même. Il dit, le chef de la puissance française n'est pas en train de retirer les troupes françaises d'Afrique. Même quand il les a retirées du Mali, du Burkina ou du Niger, c'est pour trouver un endroit où il va pouvoir les replacer et les camoufler. La stratégie adoptée par le président Emmanuel Macron et son administration n'est pas une stratégie de retrait des troupes françaises du sol africain, mais c'est une stratégie d'invisibilisation. On prend les mêmes troupes et cette fois-ci, on les déguise en civils. Les troupes étaient visibles. Les peuples africains voyaient physiquement les bases militaires néocoloniales, qui sont les anciennes bases militaires coloniales, et même négrières. Désormais, le personnel de ces bases militaires va être dilué dans la population civile nationale. Et c'est ce qui est appelé le dispositif socle. Le président Ibrahim Traoré va plus loin pour contredire le président Macron. Il dit, nous savons même où vont se retrouver les personnels militaires désormais. Où? Dans les ambassades. Où? Dans les sociétés militaires privées, qu'on appelle encore sociétés de gardiennage de sécurité des principaux sites consulaires et des sites internationaux. Ils vont se retrouver dans la société civile, donc dans les ONG, dans les associations. Ils vont se noyer dans la masse, de telle façon d'être invisibles par le commun des mortels de nos pays. Le président Traoré informe le peuple burkinabé, il informe le peuple africain que les dirigeants français actuels ont maintenu leur intention d'avoir une présence militaire en Afrique. Et que contrairement à ce qu'ils avouent du bout des lèvres, la présence militaire qu'ils veulent maintenir en Afrique, elle est perçue comme la condition de la continuité de leurs intérêts économiques, de leurs privilèges économiques, hérités de la traite négrière et de la colonisation en Afrique. En effet, pourquoi le président Macron veut-il à tout prix maintenir des troupes françaises en Afrique? Mais parce que la présence des troupes françaises a toujours été la condition pour maintenir à la tête des pays africains des régimes soumis aux 4 volontés de l'Élysée, qui garantissent aux multinationales françaises des avantages incomparables sur les richesses africaines. C'est ce mécanisme qu'on veut sauver à tout prix du côté de l'Élysée. Et
pour le sauver, on a décidé de l'invisibiliser. C'était un verbe un peu difficile à comprendre. Voilà pourquoi le président Traoré l'a remplacé par le verbe dissoudre. Parce que si je vous dis invisibiliser, c'est-à-dire rendre invisible, c'est plus difficile à comprendre dans l'opinion ordinaire, puisque ce ne sont pas des mots qu'on utilise dans la langue française ordinaire en Afrique. C'est plus difficile à comprendre que dissoudre. La métaphore du dissoudre vient encore ici du biologiste Ibrahim Traoré. Il a parlé des gènes avant, pour parler en fait de l'intériorité spirituelle, et maintenant il nous parle de la dissolution. Mais qu'est-ce que c'est que la dissolution? Vous prenez un morceau de sucre, vous le jetez dans l'eau. Au bout d'un certain moment, est-ce que vous voyez encore le sucre? Si vous regardez un verre d'eau dans lequel vous avez jeté un morceau de sucre, qui plus est, si vous avez agité le sucre avec une cuillère, au bout de 3 minutes, est-ce que vous voyez encore le sucre dans l'eau, comme ça, quand vous regardez? Non, pourtant le sucre est là. Voilà l'image utilisée par le biologiste président Ibrahim Traoré. Il dit, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, imaginez ce qui se passe quand quelqu'un prend un demi-verre d'eau et il jette un morceau de sucre dedans. Au départ, tu vois bien le morceau de sucre, n'est-ce pas? Mais au bout d'un certain moment, le morceau de sucre se dissout dans l'eau. Mais est-ce que ça veut dire que le sucre n'est pas là? Quand le morceau de sucre est dissous dans l'eau, est-ce que ça veut dire que l'eau n'est pas sucrée? L'eau est sucrée. Il y a 2 façons d'obtenir de l'eau sucrée. Hein. Tu peux prendre un morceau de sucre, tu casses un petit morceau dans ta bouche, et puis tu ajoutes l'eau dans ta bouche. Ça fait l'eau sucrée. Deuxième façon, voici l'eau. Tu prends le morceau de sucre dans la boîte et tu jettes dans l'eau, tu touilles. Ensuite, tu bois l'eau. Tu as l'eau sucrée. Le président Ibrahim Traoré choisit donc la métaphore de la dissolution pour que les Africains sachent ce qui se passe. Il dit, M. Macron est en train de dissoudre les troupes françaises dans les sociétés civiles africaines pour que les Africains ne voient pas. Mais c'est parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Qui a déjà vu le vent? On voit la poussière, on ne voit pas le vent. Mais pourtant, quand le vent souffle, il souffle. N'est-ce pas? De la même façon, ce n'est pas parce que des troupes militaires françaises vont cesser de parader en tenue officielle française, avec des armes françaises visibles, avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge. C'est pas parce que ces troupes-là vont devenir maintenant des sociétés de gardiennage, des sociétés militaires privées, des compagnies internationales qui occupent les ports, les aéroports, les ambassades. C'est pas pour cela qu'elles cesseront d'être des troupes armées. Voilà la profondeur du pédagogue Ibrahim Traoré. Il introduit, pour clarifier le concept de l'invisibilisation, il introduit le concept de la dissolution. Il dit aux Africains, attention, ils ne disparaissent pas, ils se dissolvent dans la masse. C'est-à-dire qu'en fait, ils se donnent le moyen d'être encore plus efficaces que quand ils étaient visibles. Reconnaissez que il est plus facile de boire le sucre quand il est dissous dans l'eau que de le croquer. Prenez par exemple un verre de coca ou de Fanta. Quand vous buvez du coca ou de Fanta, est-ce que vous pouvez évaluer la quantité de sucre que vous avez consommé? Non. Il est plus facile de boire beaucoup de sucre en buvant le coca que de manger du sucre sous forme de morceaux. Et de ce point de vue, le président Traoré souligne l'intelligence, la perfidie, la ruse des stratèges français. Ils ont compris que pour tromper les Africains, il faut passer par la dissolution. Mais je vous rappelle que M. Macron, ce n'est pas sa première dissolution pour tromper. Hein. Là, il dissout les bases militaires visibles pour les camoufler dans des troupes invisibles. Mais ici, en France, il a aussi dissous l'Assemblée nationale comme ça. Hein. On pensait qu'il allait respecter le résultat. Il a dissous pour pouvoir reprendre la main à travers les premiers ministres illégaux et illégitimes. Oui, actuellement, la France en est à son 2e Premier ministre qui n'est pas issu d'une majorité parlementaire. Pourtant, il y a eu une dissolution macronienne de l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée. Hein. Il a perdu les élections. Mais il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé pour continuer à contrôler le gouvernement et recycler toutes sortes de politiciens qui n'ont rien à voir avec le résultat des élections. L'individu n'est pas à sa première dissolution. La dissolution militaire qu'il utilise pour camoufler ses plans africains ressemble comme 2 gouttes d'eau à la dissolution parlementaire qu'il a utilisée pour camoufler ses plans de coup d'État constitutionnel en France. C'est le même individu. Il faut comprendre, M. Macron, il a une logique. Hein. Il a une logique. Hein. Dans sa dérive autocratique, là, il y a une logique. Il utilise les mêmes armes tout le temps. C'est l'homme des mêmes armes. On peut le prévoir. On peut anticiper sur ce qu'il va faire. La méthode de la dissolution, qui vient d'être décrite par le président Ibrahim Traoré, mais c'est celle qu'il utilise en France contre le peuple français. Il dissout
pour mieux dominer. Il dissout pour mieux contrôler la situation. Il dissout pour mieux contourner les obstacles. C'est ce qu'il fait avec le système des bases militaires africaines en Afrique, mais c'est ce qu'il fait ici avec le système parlementaire, institutionnel. La dissolution comme arme contre le peuple. C'est utilisé en France contre le peuple français. C'est pas qu'en Afrique que c'est utilisé. Notez ça. Écrivez. Tilana. Maintenant, le président Ibrahim Traoré analyse les injonctions du président Emmanuel Macron quand il dit que c'est lui qui a donné carte blanche au chef d'État africain d'aller annoncer que ses bases militaires allaient se retirer. Le président Traoré précise que ça, ce n'est vrai que pour les chefs d'État soumis à Macron. Parce que le président Assimi Goïta au Mali, c'est pas Emmanuel Macron qui a demandé de faire partie des troupes françaises. Même en rêve, il ne peut pas dire que il a décidé de faire partir l'armée française du Mali de son propre chef. Tout le monde a vu le Mali ordonner le départ des troupes françaises. Le président Ibrahim Traoré au Burkina, personne ne peut se lever et dire c'est Emmanuel Macron, président français, qui a ordonné à Ibrahim Traoré d'ordonner le départ des troupes françaises. Au Niger, pareil. Là-bas même, on a vu l'ambassadeur de France au Niger tout faire pour s'accrocher au poste. Rester contre la volonté des autorités nigériennes au Niger, avant de partir catiminieusement et piteusement. Tout le monde a vu cela, n'est-ce pas? Bon. Donc, le président Traoré souligne que ceux qui sont humiliés par ces propos d'Emmanuel Macron, mais ce sont les dirigeants soumis à Emmanuel Macron. Et il va nous donner l'indice qui sont les dirigeants soumis à Emmanuel Macron. Quels sont les dirigeants dont il s'est moqué quand il a dit « c'est moi qui leur ai dit d'aller dire à leur peuple que nous nous retirons un peu, que nous réorganisons le dispositif ». De qui se moque-t-il? Il ne se moque pas d'Assimi Goïta sur ce point, puisqu'Assimi Goïta et le peuple malien ont dit « partez ». La France ne s'est pas démontée du Mali. Elle a été démontée, depuis l'ambassadeur jusqu'à l'armée. Ce n'est pas le président Macron qui a fait partir l'armée française du Burkina Faso, c'est le Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Pareil au Niger, d'accord? Ok. Mais quels sont ceux qui sont visés? Le président Ibrahim Traoré nous donne un indice. Ceux dont se moque le président Emmanuel Macron, ce sont les dirigeants africains qui n'ont pas dénoncé les accords de coopération militaire, les accords néocoloniaux et coloniaux de coopération militaire avec la France. Parce qu'en fait, tout ce rapport de force en défaveur des Africains, toute cette occupation militaire a obtenu une certaine forme de légalité juridique grâce aux accords de coopération militaire signés depuis les années 50, 60, 70 jusqu'à nos jours. Mais quels sont les pays qui sont encore sous accord de coopération militaire prévoyant l'occupation de leur territoire par l'armée française? Mais les pays qui sont visés sont le Gabon, d'Oligui Nguema, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, et le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, et Djibouti, n'est-ce pas, d'Ismaël Guelleh, Omar Guelleh. Voilà les pays qui ont des accords de coopération militaire prévoyant le maintien des troupes françaises et des bases militaires françaises sur leur sol. C'est d'eux, à tout prendre, selon Ibrahim Traoré, qu'Emmanuel Macron s'est moqué. Parce que eux, ils sont encore liés au pacte néocolonial, à travers les accords de coopération et de défense militaire, des accords donc marqués par une asymétrie, une inégalité, un rapport de force entre subalternes et supérieurs. Mais du coup, le président Ibrahim Traoré nous donne une clé supplémentaire et c'est pour ça que c'est succulent ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est vraiment succulent. Il nous donne une clé supplémentaire, il dit, mais écoutez, les pays qui ont véritablement engagé le processus de retrait et de départ de l'armée française sous toutes les formes sont d'abord des pays qui ont dénoncé les accords de coopération militaire et de défense. Il nous donne cet indice. Et je crois que vous n'apprenez rien. Nous vous avons donné de nombreuses conférences ici pour vous dire que tout pays africain qui n'a pas commencé par dénoncer les accords de coopération et de défense néocoloniaux et qui vient vous dire que lui demande à l'armée française de partir, c'est un pays d'aventuriers ambigus. Mes frères et amis sénégalais, partisans de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, se sont tordus de douleur ici depuis plusieurs semaines parce que je leur ai dit que tant que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas dénoncé les accords de coopération et de défense avec la France, ils s'évertuent à tromper le peuple sénégalais et à tromper l'opinion africaine, mais ils ne peuvent pas tromper les connaisseurs.
Je vous ai donné une conférence ici dans laquelle je vous ai même donné une grille de lecture entre les faux retraits et les vrais retraits. Vous vous souvenez? J'avais donné une grille de lecture ici entre les faux retraits et les vrais retraits. Quand vous écoutez le président Ibrahim Traoré, est-ce que vous apprenez quelque chose d'autre que ce que nous vous avons établi ici il y a plusieurs semaines? Il y a des faux retraits de l'armée française caractérisés par la non-rupture des accords de coopération militaire et des déclarations dans des discours pompeux. Et puis, il y a les vrais retraits qui commencent par la rupture. L'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est l'hommage qui est rendu directement au Tchad par le président burkinabé. Parce que le président burkinabé souligne le courage du Tchad. Il dit, prenez l'exemple du Tchad. C'est-à-dire, le Tchad a fait comme nous, les Burkinabés. Il a fait comme les Nigériens ont fait. Il a fait comme les Maliens ont fait. Le Tchad a commencé par le commencement. Pour mettre fin à la domination néocoloniale sur le plan militaire, il faut commencer par dénoncer les accords de coopération militaire, les accords de défense en vigueur. Et donc, il y en a qui disaient et qui continuent à dire, non, Mahamat, c'est une feinte. Mahamat, non. Il a dénoncé les accords. Et ceux que vous présentez comme des panafricanistes, par exemple, nos frères Sonko et Diomaye, n'ont pas encore dénoncé les accords. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est en avance sur le Sénégal. Lui, il a dénoncé les accords de coopération militaire et de défense avec la France. On a vu le communiqué et il a fait le discours. Alors, Bassirou Diomaye Faye se promène au Sénégal, il fait de grands discours. Maintenant, il lit les phrases bien écrites dans ces discours-là. Monsieur, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous êtes le président de la République du Sénégal. Vous êtes le président de la République du Sénégal, monsieur. Dénoncez les accords. Avant, on nous disait, Sonko et Diomaye étaient là en train de nous dire, attendez que nous soyons élus, attendez que nous gagnions les élections législatives. Il faut une majorité parlementaire. Les partisans de Sonko et Diomaye se baladaient sur tous les réseaux sociaux. Ah, professeur, calmez-vous, attendez que les législatives passent. Sénégalaises, Sénégalais, mes frères et sœurs, les législatives sont passées. Sonko ne fait que faire des discours, des déclarations. Bassirou Diomaye ne fait que faire des discours, des déclarations. On leur demande de dénoncer les accords de coopération militaire et de défense. C'est la base de tout. C'est par là que ça commence. Ceci s'adresse à Ouattara Draman, qui prétend que la base militaire du 43e Bima va être rétrocédée à la France. Mais monsieur, il ne peut pas y avoir une rétrocession véritable à la France de cette rétrocession à la Côte d'Ivoire, pardon, de cette base, alors que les accords de coopération militaire et de défense disent que l'armée française a le droit d'avoir des emprises militaires en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit dans les accords qui est appliqué. Vous ne pouvez pas commander à l'armée française en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas, Ouattara Draman, vous le savez très bien. Vous qui avez dit publiquement, je dois tout à la France. Vous ne pouvez pas commander à des officiers français en Côte d'Ivoire. Impossible. D'autant plus que les accords de coopération et de défense, qui sont encore en vigueur, disent que quand les officiers français sont en Côte d'Ivoire, ils n'obéissent qu'à leur chef, le président Emmanuel Macron. Mais nous avons lu ces accords. Est-ce que les accords de coopération et de défense prévoient que les militaires français présents dans les pays africains obéissent au chef d'État africain? Aucun accord de coopération et de défense entre la France et un pays africain n'a prévu une soumission, une obéissance des militaires français aux dirigeants africains. Ils n'en réfèrent qu'à leur chef suprême, qui est le président de la République française, chef suprême des forces armées françaises. Le président Ibrahim Traoré démystifie par le même coup le Gabon du général en rouge, Oligui Nguema, un faux courageux qui passe le temps à menacer les Gabonais, à leur faire du chantage sur des petites choses, à chipoter, à faire des numéros et à danser à travers tout le Gabon, et qui n'est pas capable de commencer le b.a.-ba de l'émancipation de son peuple, la dénonciation des accords de coopération militaire et de défense issus du processus colonial. C'est le b.a.-ba. Et on peut reprocher à Mahamat Idriss Déby Itno son retard en matière d'état de droit, en matière de pluralisme politique, en matière de politique des droits de l'homme. Oui, mais on ne pourra jamais, jamais écrire que Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas dénoncé les accords néocoloniaux et coloniaux de défense et de coopération militaire entre son pays, le Tchad, et la France. Il a écrit son nom dans l'histoire. Et voilà pourquoi je dis qu'il mérite son grade de maréchal. Parce que c'est pas n'importe qui se lève en N'Djamena en 2025 et qui dit à l'armée française, allez chez vous. En tout cas, c'est pas Succès Masra qui allait dire ça. Lui qui maintenant commence à rôder
autour de Mahamat Idriss Déby Itno, à la recherche d'un soutien français inespéré pour revenir au pouvoir. Parce que nous observons ce qui se passe au Tchad. Depuis que Mahamat Idriss Déby Itno a tiré toute la couverture sous le pied de Masra, d'abord en le dégommant de la primature, et de deux, en prenant les devants pour déloger l'armée française, Masra est KO. Comme on le dirait dans une expression populaire, il est mort dans son propre film. Oui, il est calé. Ce par quoi il aurait cru pouvoir encore surfer sur le patriotisme et le souverainisme tchadien, Mahamat Kaka Idriss Déby Itno le lui a enlevé. Il le lui a enlevé. Donc, le président Ibrahim Traoré nous donne un indice de crédibilité en faveur du Tchad. Non pas pour dire que tout est parfait, que le Tchad est déjà au diapason de l'AES, c'est pas vrai. Il n'est pas encore au diapason, il y a beaucoup à faire pour que le Tchad arrive au niveau de conscience des pays de l'AES actuellement. Il y a beaucoup à faire, mais on ne peut pas réduire le Tchad à la situation de la Côte d'Ivoire, de Djibouti ou du Gabon ou du Sénégal. C'est pas la même chose. Maintenant, le président Ibrahim Traoré entre dans un détail subtil. Il va analyser un phénomène sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais qu'il connaît par cœur. Et il va dire, il va y avoir des troupes françaises dans les ambassades, des troupes françaises dans les sociétés militaires privées, les sociétés de mercenaires, c'est déjà le cas, des troupes françaises dans les sociétés de gardiennage et de sécurité, des troupes françaises dans les équipes de sécurité des multinationales. Donc en fait, c'est dans tout ça qu'on va dissoudre le personnel militaire pour qu'il ne soit pas visible. Ok? Mais il va plus loin, il nous dit, l'un des phénomènes sur lequel on n'a pas encore beaucoup réfléchi, c'est la présence des conseillers militaires français à l'intérieur de la hiérarchie des forces armées de plusieurs pays d'Afrique francophone. Oui, il y a plusieurs pays d'Afrique francophone qui continuent à avoir des conseillers militaires français à l'intérieur de leur hiérarchie. Alors qu'il n'y a pas de conseillers militaires d'Afrique francophone à l'intérieur de la hiérarchie de l'armée française. Ça veut dire que ce sont des conseillers militaires coloniaux et néocoloniaux. Parce que si c'était bilatéral, il y aurait des officiers camerounais dans la hiérarchie de l'armée française, il y aurait des officiers centrafricains dans la hiérarchie de l'armée française, des officiers gabonais dans la hiérarchie de l'armée française, des officiers guinéens, des officiers sénégalais, des officiers ivoiriens, ils seraient dans la hiérarchie de l'armée française. La réciprocité n'existe pas. Partout, dans toute l'Afrique francophone encore, pratiquement dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, des conseillers militaires français siègent à l'intérieur des structures hiérarchiques des armées. Le président Ibrahim Traoré attire notre attention sur la fonction de ces conseillers militaires. Et il utilise ici une méthode typique d'un scientifique bien formé. C'est la méthode expérimentale. Il dit, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Je vais vous parler de ce qui se passe chez nous au Burkina. Et il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est-à-dire le Burkinabé le mieux informé de tous. Voici ce qu'il nous dit. Que le Burkina Faso a vu son armée affaiblie sous le régime du président Blaise Compaoré, parce que les conseillers militaires français ont toujours veillé à ce que la puissance de cette armée ne soit pas élevée. Ils contrecarraient tous les plans de renforcement des capacités de l'armée sous Blaise Compaoré, au point que des soldats prenaient la garde avec de simples bâtons. Moi, j'ai vu des images qui font honte. L'armée malienne en plein entraînement, en train d'utiliser des bâtons comme fusil et des cris pour simuler les tirs. Piou, 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 piou. Piou, piou. On a vu des scènes comparables en Centrafrique. Des armées désarmées qui s'entraînent avec des morceaux de bois. Avec un instructeur français, lui qui est armé, et qui leur apprend à combattre avec des morceaux de bois simulant des fusils. Le président Ibrahim Traoré est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un officier supérieur du Burkina Faso qui nous dit la présence des officiers supérieurs français comme conseillers militaires s'est traduite par l'affaiblissement de l'armée du Burkina. L'affaiblissement continue. C'est-à-dire sa malléabilité au terrorisme. Mieux, il nous donne nos témoignages. Il nous dit, mais écoutez, le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso a été convoqué en France, où il lui a été demandé, quand les conseillers militaires en 2019 avaient été renvoyés, de les reprendre. Le chef d'état-major, en visite en France, a opposé une fin de non-recevoir à ses homologues français. Mais à son retour à Ouagadougou, les politiciens burkinabés, sous le contrôle des politiciens français, ont ordonné au chef d'état-major, qui avait osé régember à Paris, d'accepter le retour des conseillers militaires français. Voilà dans quel état l'armée burkinabé s'est retrouvée,
sous le contrôle de l'armée française, affaibli, incapable de combattre le terrorisme, jusqu'au moment de la révolution du MPSR2. Donc, les conseillers militaires de la France dans l'armée du Burkina Faso, nous dit le président burkinabé, ont été un facteur d'affaiblissement de cette armée, au point que cette armée en était réduite à être une armée de parade. Je rappelle que les armées de parade, c'est l'expression utilisée par les officiels maliens pour décrire l'armée ivoirienne de Ouattara, dont on sait maintenant que tout son matériel militaire lui avait été loué pour faire ses défilés du 7 août, et on s'est mis à récupérer, morceau par morceau, la joie apparente de la Ouattari, l'armée de pacotille. Voilà pourquoi le chef de l'État burkinabé insiste sur un critère fondamental d'un changement géopolitique et géostratégique, c'est celui de la rupture des accords. Les Gabonais, s'ils pensent pouvoir récupérer leur souveraineté de défense, doivent rompre les accords néocoloniaux de défense. Les Tchadiens l'ont fait. Les Sénégalais doivent arrêter de mentir à leur peuple. Les dirigeants sénégalais, j'entends. Ils doivent rompre les accords, publiquement. C'est ce que les Ivoiriens doivent faire. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas Ouattara qui aura le courage de le faire. Ce sont ceux qui, par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire et de Dieu le Tout-Puissant, vont succéder aux satrapes reptiliens. De la même façon, à Djibouti, seule une révolution de l'élite politique djiboutienne, une révolution panafricaniste, révolutionnaire donc, seule peut obtenir le départ des troupes néocolonialistes, des troupes impérialistes du sol africain de Djibouti. Ce sont donc des changements politiques endogènes qui s'imposent pour que ce changement géopolitique et géostratégique ait lieu. Le président Ibrahim Traoré est allé plus loin, jusqu'à nous raconter des anecdotes sur les problèmes de loyauté que les officiers formés par l'armée française ont quand ils doivent opérer dans les armées africaines. Pourquoi? Parce que quand ils meurent dans leurs opérations en Afrique, on organise des cérémonies d'hommage pour eux dans les casernes en France en disant qu'ils sont morts en Afrique pour la France. Histoire de dire que tout le temps qu'ils sont des officiers africains, et parce qu'ils ont été formés par l'armée française, ils sont considérés comme agissant dans leur pays africain au nom de la France. Le président Traoré apporte ce témoignage-là pour montrer à quel niveau de dépendance les Africains étaient rendus, à quel niveau d'écrasement la dignité africaine, la dignité militaire africaine avait été rendue. Et voilà comment il peut rappeler. Maintenant, le troisième thème ici. Il va parler de la phrase du président Macron qui dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. » L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Le président Macron, vous vous en souvenez, a dit que les Africains avaient oublié de dire merci à la France. Et il a ajouté que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. L'analyse que fait le président Ibrahim Traoré de ce bout de phrase du président Macron est évidente. Si l'ingratitude est intransmissible, est une maladie non transmissible aux humains, et que les Africains qui n'ont pas dit merci sont ingrats, c'est-à-dire ils souffrent d'ingratitude, cela veut dire que ces Africains ne sont pas des humains. Le président Ibrahim Traoré a reconstitué le raisonnement de Macron. Emmanuel Macron dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. » Donc c'est une maladie dont ne souffrent que les non-humains, les infra-humains, les bêtes. Les Africains n'ont pas, nous dit-il, ils n'ont pas dit merci à la France. Les Africains souffrent d'ingratitude et parce qu'ils souffrent d'ingratitude, le président Macron en déduit qu'ils sont des sous-hommes, des infra-humains. Parce que de toutes les façons, s'ils étaient humains, ils seraient reconnaissants. Car être humain, c'est être reconnaissant. Ainsi, Emmanuel Macron se définit comme le prototype de l'homme, de l'humain, alors que les Africains qui n'ont pas dit merci à la France sont le prototype du non-humain, de l'infra-humain, de l'inhumain. C'est à ce moment que le président Ibrahim Traoré trouve nécessaire de lui rappeler que pour que l'humanité française actuelle existe, il a fallu que l'Afrique se sacrifie. Il a fallu que les Africains servent de chair à canon dans toutes les grandes guerres mondiales de la France pour que la République française soit sauvée. Qu'il me soit permis ici de faire un petit rappel de la participation des Africains à la libération de la France. Il faut savoir que d'abord, même pour la pénétration coloniale, la France a eu besoin d'utiliser
ce qu'on appelait ces anciens esclaves de confiance, qu'on appelle les laptos. Les laptos, ce sont des esclaves de maison qui ont servi eh bien, de première armée de subalternes pour leur maître français, blanc, afin de commencer leurs opérations coloniales. Donc, même la colonisation de l'Afrique n'aurait pas eu lieu sans la faiblesse d'un certain nombre de nègres de maison qu'on appelle les laptos. On continue. La colonisation et même la puissance de la France n'auraient pas été possible sans les ordonnances royales du 7 décembre 1841 qui ont été prises lors de la conquête de l'Algérie et qui ont créé ce qu'on appelle les troupes indigènes. Je donne les dates. Les laptos, c'est eh bien au XVIIIe siècle. Les laptos, c'est au XVIIIe siècle. Les ordonnances royales du 7 décembre 1841, on est déjà au 19e. Ensuite, il va y avoir le décret impérial du 10 octobre 1855 qui va créer les 3 premiers régiments de tirailleurs algériens. Ensuite, il va y avoir eh bien, la création du corps des tirailleurs sénégalais le 21 juillet 1857 par le décret de Napoléon III. Je vous donne les dates. Je recommence. 18e siècle. Les anciens esclaves de confiance, appelés les laptos, sont amenés à accompagner leurs maîtres dans les navires négriers et notamment dans les voyages de la Compagnie des Indes pour piller la terre. Deuxième moment. 1841, ordonnance royale du 7 décembre. Lors de la conquête de l'Algérie, on crée des troupes indigènes pour combattre les autres peuples du monde et les soumettre. On a recueilli la chair à canon, eh bien, africaine, entre autres. Troisième date intéressante, décret impérial du 10 octobre 1855, qui va créer les premiers régiments de tirailleurs algériens. La troisième date que je donne, c'est le décret de Napoléon III du 21 juillet 1857 qui crée le corps des tirailleurs sénégalais. Et je continue à vous donner des dates. Sous la Troisième République française, ont été créés le corps des tirailleurs tunisiens en 1884, le corps des tirailleurs indo-chinois, c'est-à-dire les Anamites et les Tonkinois, en 1884 aussi, le corps des tirailleurs malgaches en 1895, le corps des tirailleurs marocains en 1915. Le corps des tirailleurs du Pacifique a été créé le 4 juin 1916 à Nouméa. Et l'essentiel de ces corps est composé de noirs venus d'Afrique. D'accord? Parlons un peu de l'apport de l'Afrique aux guerres mondiales de la France. Lors de la Première Guerre mondiale, selon les chiffres officiels, c'est un minimum de 500 000 Africains qui ont combattu pour la France. Au moins 1 demi-million d'Africains ont combattu pour la France. Et on dénombre au minimum parmi eux 30 000 morts. C'est à peu près un chiffre comparable pour la Deuxième Guerre mondiale, et même plus, où on dénombre entre 30 000 et 40 000 morts. C'est-à-dire qu'au bas chiffre, au moins 1 million et demi, eh bien, d'Africains sont venus combattre pour la France lors des 2 guerres mondiales, de 14-18 et de 39-45. J'ai eu beaucoup de bonheur à retrouver plusieurs personnes portant mon patronyme, Niamsi, parmi ceux qui sont morts pour la France, pendant les 2 guerres mondiales françaises. Quand vous faites une enquête sur les archives de l'armée française, vous faites une enquête par patronyme. Les Africains peuvent s'amuser à taper leur patronyme et vous allez retrouver tous vos homonymes qui ont combattu pour la France. J'ai l'honneur de vous informer que des Niamsi ont combattu pour la France. Pendant les 2 guerres, des Niamsi ont combattu pour la France. J'étais ému de retrouver les noms des Niamsi dans les troupes françaises du XXe siècle. Avec même des précisions sur le lieu où certains sont tombés. Et vous pouvez, pour ceux qui vivent en France et qui sont d'origine africaine, origine de pays qui ont été des anciennes colonies françaises, vous pouvez mener une enquête sur votre nom de famille. Alors, les Diarra alors, les Koné alors, les Fofana alors, oh là là, ils sont remplis. Ceux-là qui sont remplis dans les centres de rétention, qu'on attache, qu'on saucissonne dans les avions pour les ramener en Afrique, ce sont eux qu'on avait amenés ici, qu'on envoyait devant pour combattre, pour libérer la France. Donc quand le président Ibrahim Traoré fait remarquer que c'est la France qui doit à l'Afrique son existence, ce qu'il dit est une vérité
historique. Et voici ce que disait Gaston Monnerville, député guyanais à l'Assemblée nationale française, le 25 mai 1945. Citation de Gaston Monnerville. Sans son empire, la France ne serait qu'un pays libéré. Mais grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. Je recommence la citation de Gaston Monnerville, député de la Guyane, le 25 mai 1945. Il dit, sans son empire, c'est-à-dire sans ses colonies, la France ne serait qu'un pays libéré. Libéré par qui? Mais par les Anglais, les Américains, n'est-ce pas? Mais grâce à son empire, parce que qui a combattu pour la France en première ligne? Mais ce sont les colons, les colonisés de la France. Grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. Quand on disait à l'assaut, ce sont les Noirs, les Arabes, les Tonkinois qui étaient en première ligne. J'ai leur nom ici. Ils venaient de Madagascar, ils venaient des Antilles, de la Guyane, de la Réunion. C'était des Kanaks, c'était des Polynésiens, c'était des Somalis, c'était des Indiens et des Indo-Chinois. Ils venaient de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, toutes les premières lignes françaises. Si la France a pu avoir la fierté de dire qu'elle a gagné la guerre, même Paul Biya, le vieux dictateur issu de la cuisse du néocolonialisme français, l'a rappelé l'année passée devant Emmanuel Macron. La France est libre grâce à ses troupes africaines. Biya dit ça ici, de sa voix frêle habituelle. On doit reconnaître que la France est libre grâce à ses troupes africaines. Je ne sais pas si M. Macron a écouté ce que le vieux dictateur camerounais a quand même eu le courage de lui dire en face. Que petit, respectez-nous. C'est vrai que nous, on est les héritiers de vos nègres de maison. Mais il y a d'autres Africains, eux, qui ont eu le courage de combattre. Et que vous avez massacré à Tiaroy d'ailleurs, quand ils ont revendiqué leurs droits. Même le vieux dictateur camerounais Paul Biya, issu de la cuisse du néocolonialisme français, a rappelé cela au président Macron, courant 2024, ici en France, lors de la commémoration du débarquement de Provence. Du débarquement de Normandie ou de Provence. Vous pouvez aller vérifier cela. Donc en fait, quand on fait un petit tour dans l'histoire de France, mais on se rend compte que incontestablement, la République française telle que nous la connaissons aujourd'hui ne peut pas exister sans l'Afrique. D'un point de vue militaire, d'un point de vue sécuritaire. Les troupes de l'armée française de De Gaulle sont majoritairement africaines. Quand De Gaulle se rébelle et qu'il crée sa junte pour renverser Pétain et affronter Hitler, Mussolini et toutes les puissances de l'Axe, De Gaulle a un commando de 177 soldats qu'on appelle le commando Kiefer, c'est tout. Tous les autres Français sont avec Vichy. Ils sont avec Pétain. Ils chantent avec Pétain, Maréchal, nous voilà. L'hymne à la patrie. C'est quand De Gaulle descend en Afrique, après son appel du 18 juin 1940, il commence à faire le tour des colonies françaises d'Afrique. De Gaulle vient à Brazzaville et il va oser déclarer que Brazzaville est la capitale de la France libre. Mais pourtant, aujourd'hui, quelqu'un qui part de Brazzaville pour venir en France n'a pas de visa assuré. Mais oui, il est plus facile de partir de Paris à Brazzaville que de Brazzaville à Paris. Pourtant, De Gaulle décréta Brazzaville capitale de la France libre. Pourquoi? Parce qu'il était venu trouver une disposition extraordinaire de chair à canon taillable et corvéable pour la libération de la France. Ibrahim Traoré répond donc au président Macron, mais les Africains, ils ne sont pas des sous-hommes, ils sont des surhommes. Parce qu'ils sont morts pour libérer leur maître. C'est du jamais vu. Un esclave qui meurt pour libérer son maître. Un colonisé qui meurt pour libérer le colon. Voilà la dialectique inouïe des deux guerres mondiales du XXe siècle. Les colonisés qui se battent pour la libération du colon. Et quand ils ont fini de se battre pour la libération du colon, ils sont remerciés en monnaie de singe par la pseudo-décolonisation. Voilà l'ignominie dont M. De Gaulle a été coupable. Alors que les troupes africaines avaient donné à l'armée française, eh bien, son coffre de base, ses unités d'avant-garde, ses unités de première ligne. Lorsque la France a recouvré sa souveraineté, c'est pour manœuvrer et fabriquer la pseudo-indépendance de l'Afrique. Maintenir ses bases militaires pour contrôler les Africains, alors qu'elle a refusé que l'Amérique garde ses bases militaires en France. Créer une monnaie pour escroquer les Africains, le franc CFA. Truquer les élections en Afrique, organiser des guerres, des rébellions, des coups d'État pour maintenir des valets à la tête des États africains et continuer à les piller allègrement. Continuer à se mêler
des affaires africaines décidées pour les Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà la monnaie de singe avec laquelle la France remercia l'Afrique d'avoir constitué ses troupes de première ligne. Quelle honte, quelle ignominie. Et c'est cela que dénonce justement le président Ibrahim Traoré. Et cela est basé sur la vérité historique. L'histoire et les faits scientifiques sont en faveur de la thèse du président Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi il dit que finalement, le président Macron semble être en fait un mal nécessaire pour l'Afrique. Parce que la somme des maladresses dont il s'est rendu coupable explique l'accélération de la prise de conscience africaine de la nécessité de la rupture anticoloniale, la rupture anti-néocolonialiste, la rupture anti-impérialiste. Paradoxalement, les maladresses successives, répétées, accrues et aggravées du président Emmanuel Macron servent le sens de l'histoire. Ce sont des maladresses providentielles. Ce sont des maladresses qui se mettent sur le chemin et l'axe de la libération des Africains. Voilà ce que révèlent plusieurs analystes. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur gaffeur à la tête de la France pour accélérer la libération de l'Afrique. D'où on peut dire, avec le proverbe français, à quelque chose, malheur est bon. Le président Macron est un malheur profitable à l'Afrique. Ainsi évolue la dialectique de l'histoire. Car quelquefois, le chemin que vous prenez pour échapper à votre destin, comme le dit si souvent le président Guillaume Kibafori Soro, c'est ce chemin qui vous permet de réaliser encore plus vite votre destin. L'Afrique aurait souhaité qu'à la tête de la France, le jeune président Emmanuel Macron soit en symbiose avec les jeunes générations qui constituent l'essentiel de la démographie africaine. L'Afrique aurait souhaité, dans ce président, voir quelqu'un qui pourrait de manière décomplexée affronter les tâches de réparation, de repentance, de jugement, les tâches de rééquilibration, les tâches de déconstruction et de libération de la relation néocoloniale. L'Afrique a même pu rêver, en voyant un homme d'à peine 40 ans arriver à la tête de la France, qu'enfin elle avait en lui un interlocuteur valable. Hélas, l'histoire quant à elle en a décidé autrement. Dans une apparence de jeune, le président Emmanuel Macron a reconduit les vieux réflexes néocolonialistes de la classe de la 5e République française, de De Gaulle jusqu'à nos jours, et même de la classe dominante de la République française depuis sa fondation à la Révolution. Réflexes issus du tribut raciste négrier, issus des avantages coloniaux, de l'habitude de dominer, ces réflexes sont puissants. Ils encadrent encore le comportement de l'élite politique française. Le président Ibrahim Traoré conclut son propos sur ce qu'il appelle l'immoralité des impérialistes. Il conclut en appelant les Africains à se réveiller et à constater l'immoralité des impérialistes. En quoi consiste l'immoralité des impérialistes? C'est important. Les impérialistes, les colonialistes et les néocolonialistes font le contraire de ce qu'ils disent. Et ils disent le contraire de ce qu'ils font. Ce sont des individus et des puissances contradictoires. Par exemple, le président Traoré nous invite à constater que, du jour au lendemain, quelqu'un qui nous ont présenté comme un terroriste, ils peuvent nous le présenter comme un héros. Exemple, le tableau blanc de la Syrie. Ahmed al-Shari, le chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui a ensanglanté la région du Moyen-Orient pendant plusieurs années, le chef terroriste syrien qui pourrait même être l'un des organisateurs du grand massacre du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, ce monsieur-là, on avait mis 10 millions de dollars pour qu'il soit tué. C'est le même monsieur qui nous est présenté comme le libérateur, le héros qui a chassé le dictateur Bachar el-Assad de la Syrie. Et aujourd'hui, toute la diplomatie occidentale, avec en tête les États-Unis et Israël, sont aux petits soins de l'homme qui leur a permis de décapiter l'État syrien. Voilà un exemple. Vous vous souvenez bien qu'avant de tuer Kadhafi, ils l'ont invité à Paris. Ils lui ont permis de dresser sa tente en plein Paris. Sarkozy a endormi la vigilance de Kadhafi et quelques temps après, il l'a tué. Donc, le président Ibrahim Traoré nous dit les impérialistes sont des individus et des puissances immorales qui ne respectent aucune cohérence entre leur dire et leur faire. Et il donne cet exemple. Deuxième exemple, la contradiction entre la démocratie et la barbarie. Voilà des gens qui partout se promènent dans le monde en disant que vraiment ils veulent promouvoir la démocratie. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la démocratie dans les 12 monarchies d'Europe? Pourquoi les 12 monarques européens là n'acceptent pas de quitter leur trône pour que règne uniquement le principe démocratique en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Suède,
en Belgique. Mais pourquoi tous ces rois ne se débinent pas pour laisser Vox Populi, Vox Dei? Pourquoi? Deuxième objection. Mais si les puissances occidentales sont hyper démocratiques, pourquoi leurs meilleurs amis, ce sont les monarchies antidémocratiques du Moyen-Orient? Est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie? Mais c'est l'ami de l'OTAN. Est-ce que les Émirats Arabes Unis sont une démocratie? Ils sont les amis de l'OTAN. Le Qatar, démocratie, mon œil, sont les amis de l'OTAN. Le Bahreïn, est-il une démocratie? Ami de l'OTAN. Koweït, démocratie, ami de l'OTAN. Astaghfirullah. Quelques-uns des régimes les plus criminels d'Amérique latine, comme le régime, eh bien, de Pinochet au Chili, n'était-il pas soutenu par les États-Unis? Le grand régime barbare d'Afrique du Sud de l'apartheid, qui pendant 100 ans a massacré et éliminé les Noirs, n'était-il pas soutenu par toutes les grandes puissances otaniennes occidentales? Donc l'Afrique a des preuves que le slogan démocratique de l'Occident ne correspond pas à la réalité de sa pratique politique internationale. Donc l'Occident est politiquement immoral. Alors que le grand maître, eh bien, judéo-chrétien de l'Occident, Jésus de Nazareth a dit, ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Mais l'Occident politique a passé tout son temps à faire aux autres ce qu'il ne veut pas que les autres lui fassent. Ah, personne ne doit posséder de bombes atomiques, sauf une puissance occidentale qui se permet d'en jeter 2 sur le Japon. Ah non, faut surtout pas que l'Iran possède d'armes nucléaires, sauf vous. Quand c'est vous qui jetez sur Hiroshima et sur Nagasaki des armes nucléaires, des armes atomiques, tout va bien. Quand c'est vous qui exterminez les Palestiniens, quand vous exterminez à Sabra et Shatila, ça va bien. Quand vous exterminez, eh bien, en Algérie, vous exterminez au Cameroun, vous exterminez à Madagascar. Quand vous exterminez, ça va bien. Vous exterminez en Irak, vous exterminez en Somalie, tout va bien. Vous cassez la Libye pendant 6 mois, tout va bien. Ibrahim Traoré nous dit, ils ont perdu toute crédibilité à la face du monde informé et cultivé. Les propagandistes de la démocratie à 2 balles, qu'ils ne respectent même pas chez eux, ou lorsqu'ils perdent les élections législatives, ils nomment un premier ministre issu d'un parti minoritaire. À qui peuvent-ils enseigner la démocratie, ceux qui font cela dans leur pays? À qui peuvent-ils enseigner la démocratie, ceux qui traquent les philosophes, qui les pourchassent simplement parce qu'ils ont écrit des livres ou donné des conférences qui ne leur plaisent pas? À qui vont-ils parler de démocratie? Je les vois, tout d'un coup, ils aiment Boualem Sansal, mais ils persécutent Franklin Nyamsi. Mais Boualem Sansal, c'est un écrivain, c'est une conscience, c'est un intellectuel algérien. On doit le défendre. Mais la puissance qui défend Boualem Sansal ne peut pas persécuter Franklin Nyamsi en même temps. Parce qu'il a écrit un livre, parce qu'il a donné une conférence, parce qu'il critique la politique néocoloniale de la France en Afrique. Boualem Sansal critique la dictature algérienne, comme je critique la dictature française. Et pourquoi la dictature française prétend-elle défendre Boualem Sansal alors qu'elle me persécute? Voilà la contradiction. Voilà la contradiction. Est-ce que vous respectez la liberté d'expression des intellectuels? Est-ce que les philosophes qui ne pensent pas comme vous ont droit d'existence dans vos médias? Est-ce que la critique est libre? Est-ce que la répression, eh bien, des points de vue opposés à la vulgate du gouvernement n'est pas en train de battre son plein dans vos pays? Vous qui voulez donner des leçons au monde entier. Voilà la question posée par le président Ibrahim Traoré. De telle façon que, à la fin de cette allocution, le peuple burkinabé et le peuple africain sont édifiés sur la nature du discours du président Emmanuel Macron. Ce discours a ses sources dans le racisme précolonial, le racisme négrier. Il nous traite collectivement de sous-hommes, puisque nous, Africains, qui n'avons pas dit merci pour les massacres coloniaux, n'avons pas dit merci pour le pillage colonial, n'avons pas dit merci pour les coups d'État, n'avons pas dit merci pour le franc CFA, nous n'avons pas dit merci. On n'a pas dit merci pour tout le bien qu'ils ont fait. Nous sommes souffrant d'une maladie infra-humaine qui s'appelle l'ingratitude. Donc, M. Macron a pris la responsabilité d'insulter tous les Africains et de les déclasser anthropologiquement. Ça, c'est un fait scientifique. Si l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, Macron, qui estime, lui, être reconnaissant, se présente comme un homme et présente les Africains comme des non-humains ou à tout prendre des sous-humains. Mais l'Afrique dit à Macron que l'humanité est née en Afrique et que rien n'a été possible en ce monde sans l'Afrique et les Africains. Rien ne sera même possible dans ce monde sans l'Afrique et les Africains. Rien. Tout a commencé en Afrique.
Et si l'humanité doit prendre fin un jour, ce sera en Afrique. Là où elle a commencé. Le jardin d'Éden, c'est notre civilisation. La civilisation négro-africaine, qui est la plus hospitalière, qui est la plus ouverte et la plus tolérante de toutes celles de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un. Deuxième point, le président Ibrahim Traoré a jeté une clarté aveuglante sur les plans de recolonisation du continent. Il a montré que, à la tête des États africains aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui parlent un langage de vérité à leur peuple. Nous savons qu'il s'agit d'invisibiliser les troupes françaises et que le président Macron ne représente pas la rupture de la France-Afrique. Il incarne sa continuité sous la forme de la ruse et de la stratégie de la dissolution, que j'ai pour ma part appelée la stratégie de l'invisibilisation. Désormais, les Africains connaissent la stratégie, eh bien néocoloniale, que le pouvoir français a choisie. Grâce à l'allocution du président Ibrahim Traoré, nous comprenons aussi que plusieurs pays africains doivent continuer à se débarrasser de cette présence néocoloniale et impérialiste à l'intérieur de leur appareil de défense, de leur appareil de sécurité et de leur appareil politique. Il y a un exemple très simple. Combien de pays africains continuent à avoir des conseillers militaires israéliens, américains, français? Mais tout ça, c'est l'OTAN. Vous ne pouvez pas prétendre combattre les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui ont été installés en Afrique grâce à l'invasion de l'OTAN et qui coopèrent avec l'OTAN au Moyen-Orient, comme on l'a vu en Syrie, et avoir leurs officiers dans l'armée camerounaise, dans l'armée togolaise, dans l'armée béninoise, dans l'armée gabonaise, dans l'armée sénégalaise, dans l'armée ivoirienne. Mais vous vous foutez de qui? Dirigeants africains, corrompus, menteurs, lâches, hypocrites, de qui vous foutez-vous? Vous qui continuez à voir à l'intérieur de la hiérarchie militaire de vos armées des officiers de la puissance de l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, pour des motifs connus. Maintenir l'Afrique sous la domination. Comment pensez-vous combattre la déstabilisation de l'Afrique? En ayant pour conseiller des officiers des armées qui sont pleinement impliqués dans le maintien de cette déstabilisation. L'intervention magistrale du leader du Burkina Faso, hier, 13 janvier 2025, à Ouagadougou, a mis définitivement et puissamment les pieds dans le grand plat du mensonge, de la lâcheté, de l'hypocrisie des dictateurs d'Afrique francophone. Ils sont lâches, ceux qui continuent de confier l'appareil de défense à des officiers d'armée impliqués dans la déstabilisation du continent. Ce sont de véritables ennemis de leur peuple, ceux qui font cela. Tous ceux qui sont là, oh, on combat le terrorisme. Mais on ne combat pas le terrorisme en s'associant aux parrains du terrorisme. On ne combat pas le terrorisme en s'associant à ceux qui caressent le terrorisme dans le sens du poil en Syrie. Et ça pose le vrai problème de la libération de l'Afrique, de la domination spirituelle. Parce qu'il y a une partie de cette domination qui n'est possible que parce que les Africains ne sont pas libérés de la domination arabo-musulmane. Le rapport que les dirigeants africains ont avec ceux de l'Arabie Saoudite, ceux du Qatar, le rapport qu'ils ont avec ceux des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, tous ces pays-là qui font ami-ami avec Al-Qaïda et l'État islamique, c'est un rapport honteux. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit se libérer en se proclamant terre sacrée des Africains. Notre terre sacrée, nous les Africains, c'est d'abord l'Afrique. Que chacun sacralise sa terre. Quand nous devons regarder la terre sacrée, regardons la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos ancêtres qui est notre terre sacrée. Que chacun considère la terre de ses ancêtres comme sacrée. Et nous aurons un monde multipolaire et les choses seront équilibrées. Les Africains sont les seuls qui regardent les terres des autres comme sacrées et pas la leur. Voilà pourquoi ils sont bloqués. Nous sommes infiltrés en permanence par les gens qui sont dans la stratégie de l'adversaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le courage de nous assumer au sens de choisir nos valeurs. Mais écoutez, l'Afrique est ma terre sacrée en tant qu'Africain. C'est ma première terre sacrée. Ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Ma terre natale, la terre de mes ancêtres, c'est ma terre sacrée. Quand j'invoque le Tout-Puissant, je me tourne vers l'Afrique, qui est ma terre sacrée. Toi, tu te tournes où? Les autres terres sont sacrées. Hein? La terre des Arabes, elle est sacrée. La terre des comment ils s'appellent? Les Juifs, elle est sacrée. La terre des Romains, mais d'abord pour eux. Elle est d'abord sacrée pour eux, tu le sais.
La preuve, quand tu vas là-bas, tu es traité en étranger. Oui ou non? Tu es chez toi dans leur terre sacrée? Tu ne vois pas comment on te surveille comme un mouton? Est-ce que c'est chez toi là-bas? Toi, Africain, tant que tu n'as pas proclamé que l'Afrique est ta terre sacrée, tu ne seras pas libéré. Et moi, j'ajoute donc qu'il n'y a pas de décolonisation mentale, il n'y a pas de décolonisation économique, il n'y a pas de décolonisation sociale, il n'y a pas de décolonisation culturelle sans décolonisation spirituelle. Écrivez ça. C'est dur à comprendre, mais c'est vrai. Et quand c'est vrai, c'est vrai. C'est dur à comprendre, mais c'est vrai. Et quand c'est vrai. L'analyse du professeur Franklin Nyamsi sur le récent discours, bien la sortie du grand Ibrahim Traoré. Alors, mesdames et messieurs, que pensez-vous de tout ce que le grand professeur Franklin Nyamsi a dit? Avez-vous quelque chose à ajouter, compléter? Ou bien, bon, juste votre avis en commentaire nous intéresse. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur nos chaînes, merci de vous abonner. Ne partez pas sans liker, partager au max. On se catch pour une autre vidéo. On est ensemble.